Bonjour, dans le cadre de ce second tour des élections départementales, ce débat concerne le canton de Florac. Il sera animé par Patrick Biancone, journaliste à la Lozère Nouvelle, Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Eau-Vive-Lozère. Il est mis en image grâce à Patrick Zimmermann, qui est journaliste à la Lozère Nouvelle, qui s'occupe donc de filmer ce film et sera mis sur le site de 48 Info. Vous pourrez le consulter à loisir jour et nuit. Quant à la mise en onde, elle est assurée par Jean-François Clavel. Jean-Claude, donc nous partons dans le canton de Florac. Que s'est-il passé au second tour et quel est ce canton? Alors je rappelle les communes qui constituent ce canton de Florac. Il s'agit de Florac, bien sûr, Gattusière, Ur-la-Parade, Ispagnac, Mas-Saint-Chély, Meyrueis, Montbrun, Quézac, Le Rosier, Saint-Pierre-des-Tripiers, La Salle-Prunet. Donc 11 communes constituent le canton de Florac. Il faudra voter à nouveau dimanche à Florac puisqu'il y aura un second tour. Et particularité, il est possible qu'il y ait une triangulaire puisqu'il y a 3 binômes qui sont représentés ici dans ce studio et qui devraient solliciter les votes des électeurs dimanche. Alors tout d'abord, le binôme qui est constitué par monsieur Denis Bertrand et Guylaine Pantel qui arrive en tête des suffrages exprimés avec 35,61% des suffrages exprimés. Le binôme constitué de Alain Argilier et Brigitte Donadieu qui arrive en deuxième position avec 23,93% des suffrages exprimés. Et enfin, le binôme Christian Cos, Flore Théron, 23,35% des suffrages exprimés. La triangulaire se déroulera donc entre ces 3 binômes. Et puis le candidat de droite, Barré André et Madame Fauré Sophie, obtient lui 17,11% des suffrages exprimés. Il ne peut pas se maintenir puisqu'il fallait 12,50 des suffrages inscrits. Particularité donc en ce qui concerne Florac, triangulaire à gauche. Patrick? Oui, donc tu l'as dit, c'est vrai que c'est un canton totalement spécifique. Il y a un chiffre qu'on peut aussi citer, c'est celui des votants, 63,92%. On le voit par rapport au canton précédent, c'est un peu plus bas que la Canourgue et que Chirac. Donc 36,08% d'abstention, c'est-à-dire 1358 personnes. Voilà, ça peut quand même aussi avoir une influence sur le résultat de ce second tour, mais on y reviendra avec nos participants à ce débat. Bon, donc Denis Bertrand est en tête, c'est à lui de s'exprimer le premier. Comment il analyse un peu ce premier tour? Eh bien écoutez, bonjour. Déjà pour parler d'analyse, je pense qu'il est un peu tôt. Il est un peu tôt puisque les résultats donc de ce premier tour sont tombés hier à 20h, hein, même un petit peu au-delà. On a eu le temps d'en prendre acte, on a eu le temps de les évoquer, par contre le temps de les analyser, je crois que non. Hein, on n'a pas eu le temps de faire une analyse de ces résultats. On a constaté. Écoutez, la démocratie s'est exprimée. Moi je respecte tous les candidats. Ils ont fait des scores, bien maintenant il faut voir, il faut analyser. Donc Brigitte Donadieu, c'est à vous exprimer en second après le tirage au sort. Bon, on l'a vu, Jean-Claude a annoncé les chiffres, il y a quand même 12 points d'écart avec Denis Bertrand. Bon, quand même, votre binôme Alain Argilier était lui aussi conseiller général, puisque là on avait un duel entre 2 conseillers généraux sortants, M. Bertrand sur Meyrueis et Alain Argilier sur Florac. Donc là aussi, votre analyse sur ces chiffres bruts? Ben, tout d'abord, on remercie tous les électeurs qui ont voté pour nous. Hein. On a eu une belle reconnaissance par cette élection. Mais néanmoins, même si les résultats sont tombés assez tard hier soir, j'ai pu observer pendant la campagne et au fait des résultats que le fait que l'on m'ait souvent sali durant la campagne comme une femme de droite m'a beaucoup, comment dirais-je... Ça vous a choqué, ça vous a peiné ça? Ben, ça m'a surtout desservi parce que je suis assez grande pour savoir que je suis à gauche
Et si je me suis présentée à gauche, c'est que je le voulais et que ça me correspond et que voilà, ça a fait du tort au binôme Alain Argillier-Brigitte Donadieu. Oui, parce que ça, c'est sûr. Il n'y a pas besoin d'analyser pendant 8 jours. On se rend compte que le candidat de droite, justement, André Barré, qui est maire sur le COS, a eu la parade, 17,11%. C'est vrai que c'est un score très faible par rapport aux 3 autres. Donc là, pour vous, cette étiquette droite qu'on vous a collée a été vraiment pénalisante. Non, je crois qu'il y a au moins 2 facteurs dans mon analyse au jour d'aujourd'hui. C'est que d'une part, Mère US, quand nous étions sur Mère US, nous nous sommes rendus compte qu'il y a toujours eu un conflit Mère US-Florac. Ça date de très très vieux. Donc les gens de Mère US étaient tout à fait navrés de perdre leur canton. À leurs yeux, c'était ça. Et donc ils ont tout fait, malgré les observations très négatives qu'ils avaient sur leur conseiller général sortant, parce que, pour diverses raisons qui leur sont propres, ils ont quand même plébiscité ce dernier avec un beau score de 50 et quelques %. Et vous auriez pu être de droite, puisqu'il y a des binômes droite-gauche, par exemple Aulas et Rochou sur Chanac. Oui, mais si j'avais été de droite, j'aurais annoncé la couleur. Voilà. Très bien. J'aime pas qu'on parle à ma place, et là, ça m'a fortement desservi. Bon, venons-en maintenant à M. Coste, donc, qui doit s'exprimer en 3e position après le tirage au sort. Bon, tous les analystes un peu politiques de ce département vous le diront, vous êtes quand même la surprise incontournable de ce scrutin, tout canton confondu, puisque avec 23,35%, vous êtes en mesure de vous maintenir au second tour. Donc Florac est le seul canton où il peut y avoir une triangulaire. Donc une question qui brûle les lèvres à tout le monde, c'est est-ce que vous allez vous maintenir ce second tour, ou est-ce que vous allez vous désister alors pour l'un ou l'autre des candidats, ou pour personne. Là, il faut vraiment clarifier la situation. C'est une question très importante pour ce second tour. Oui, avant de répondre à votre question, que je n'évacue pas, je voudrais aussi me satisfaire de ce score de 23,35% des suffrages exprimés. Bon, évidemment, nous sommes un peu frustrés parce qu'à 13 voix près, nous aurions pu être dans la deuxième place. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le suffrage universel a parlé et sa loi s'impose à tous. Donc ça, nous sommes assez satisfaits de ce résultat, compte tenu du travail que nous avons fait et puis des échos que nous avons eus dans la campagne. Ce résultat ne peut pas être analysé isolément sur le canton de Florac. Il doit être rapporté au fait que sur l'ensemble du département, nous avions présenté des candidats, des binômes dans tous les cantons, et notre étiquette politique, la Lozère j'y tiens, qui était donc soutenue par le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts, a réalisé sur le département un score de 16,70%, ce qui pour nous est une immense satisfaction compte tenu des résultats précédents et qui montre une incontestable progression. Alors si on considère cette élection comme un point d'arrivée, il y a sûrement beaucoup de frustration qu'on peut, ou encore beaucoup de points à améliorer. En revanche, si on la considère comme un point de départ, là, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont positives et qui nous donnent le courage et l'ambition de poursuivre dans la voie que nous avons inaugurée à l'occasion de cette élection départementale. Alors, pour en revenir plus précisément à la question, M. Biancone, que vous m'avez posée, voilà, nous avons, comme nous avons des candidats dans tous les cantons, nous nous réunissons ce soir. Et nous allons discuter et prendre une décision collective, même si la décision propre au canton de Florac sera prise par notre binôme dans la foulée, mais il n'en demeure pas moins que nous ne pouvons pas prendre une décision tout seul avant que nos amis de l'ensemble du département se soient au moins exprimés, donnent leur avis et avoir tiré un commencement de bilan. Il est bien entendu que une des satisfactions dans ce canton, c'est qu'au premier tour, nous n'avions pas de candidat du Front National, ce qui a considérablement assaini l'ambiance. Et au deuxième tour, nous n'avons plus de candidat de droite. Donc le travail se poursuit. Maintenant, au deuxième tour, je ne peux pas vous dire la décision qui sera prise ce soir. Je peux simplement vous livrer. Voilà, dites-nous quand même vous votre voilà, parce que mais vous comprenez que c'est une question fondamentale. Que les auditeurs ne se figurent pas que je vais prendre ici une décision avant que mes camarades. On a bien compris, mais dites-nous. La tendance est plutôt à ce que nous ne maintiendrons pas notre candidature. Ce n'est qu'une tendance. Hein. Si demain on annonce le contraire,
me jugez pas comme un parjure, hein, pas du tout. On l'a bien compris comme ça. Voilà, mais la tendance est plutôt là. Pourquoi? Parce que nous serions arrivés second, la musique aurait été différente, mais là, je crois que on va quand même pas se maintenir parce que il faudrait avoir une marge de progression possible. Or là, je ne pense pas que les électeurs de Dédé Barré, les électeurs de l'UMP, de la majorité départementale, se reportent sur ma candidature. Il y a une très faible chance que ce soit le cas. Donc je crois que nous avons fait un score. Nous menons un combat politique de fond. Il a commencé hier, il se poursuit aujourd'hui, il continuera demain. Donc c'est une étape positive et importante dans un combat qui continue. C'est la seule liste, la Lozère-Gitien, qui pourrait se maintenir au second tour sur l'ensemble du département, sur les 13 cantons. C'est quand même important. On va quand même essayer. Bon, on a bien compris votre position, monsieur Cossé. C'est pas pour vous mettre en difficulté, vous le comprenez aussi, mais on a besoin aussi de savoir. Vous, à titre personnel, est-ce que vous donnerez des consignes? Est-ce que vous êtes favorable à donner des consignes de vote, ou est-ce que vous laissez justement vos électeurs? Bon, il y a quand même 524 personnes qui ont voté pour vous. Ou est-ce que vous les laissez juge entre la liste de monsieur Bertrand et la liste de madame Donadieu, ou est-ce que vous êtes favorable à donner une consigne de vote? Alors, nous avons un électorat qui est assez conscient, qui est très politisé, qui sait se prononcer en connaissance de cause, et non pas sur la base d'apparence ou d'intention, mais sur la base de faits réels. Alors les faits réels, je vais peut-être poser des questions et soulever un certain nombre de problèmes qui sont dans notre programme, la Lozère-Gitien, que nous avons et que nous n'avons pas abandonné dès hier soir. Il continue. Tout ce qui y figure dedans, nous continuerons à le défendre par tous les moyens, et notamment sur un certain nombre de questions qui nous paraissent importantes dans notre programme. Alors vous pouvez poser des questions. C'est la question du maintien et du développement, des services publics. La Poste, dans notre canton, elle est en difficulté. À Florac, quand il y a un facteur qui est absent, il est rarement remplacé. La Poste de Merhuez, le bureau de Merhuez, est menacé dans son existence même. Il en va de même pour la perception et la trésorerie générale. Il en va de même aussi pour la gendarmerie. Je sais qu'au niveau national, il a été décidé 60 000 postes de suppression de gendarmes. Donc, il y en a fatalement un certain nombre concerneront Merhuez, ou peut-être Florac, ou peut-être Hispagnac. Voilà. La disparition de la ligne SNCF, est-ce que vous préférez qu'on maintienne, qu'on développe les lignes SNCF, ou qu'on ouvre des autoroutes nouvelles? Nous avons une opinion très positive, plutôt favorable à ce que ce soit le chemin de fer plutôt que les autoroutes, pour des questions que je n'ai pas besoin de développer. Il y a aussi la question du rééquilibrage entre le nord et le sud du département. En matière de voirie, la route qui va de Merhuez à Florac, c'est extrêmement en très mauvais état, et j'ai pu le constater de visu parce que j'ai fait quelques fois cette route, et je peux vous dire que c'est vraiment un problème. Il y a aussi la question de la couverture internet du département. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être pris en compte, et ainsi que l'établissement, enfin la répartition harmonieuse sur le territoire des établissements médico-sociaux sur l'ensemble du département, parce que dans notre canton, la natalité progresse, et donc il y a des besoins supplémentaires dans ce point-là. On va laisser répondre M. Bertrand. Donc, vous avez quand même entendu aussi Brigitte Donadieu, des attaques assez précises quand même contre vous, sur votre bilan, sur votre action, même, y compris dans votre commune de Merhuez, dont vous avez été maire, et vous avez été battu la dernière fois. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On sait que vous aviez quand même des soutiens de poids, en particulier celui du sénateur-maire Alain Bertrand, qui n'a pas fait mystère de son choix et qui a demandé aux électeurs de s'engager de votre côté. Comment vous vivez tout ça, cette pression, il faut bien le reconnaître? Pression certes, mais pression agréable. Parce que vous savez ce qui s'est passé sur Merhuez l'année dernière, vous l'avez évoqué entre les deux tours. Eh bien, je crois que l'électorat s'est ressaisi, s'est formidablement ressaisi. Et ça, je crois que ce n'est pas mon fait, et je n'y mêle pas les interventions extérieures. Je pense que les citoyens et les électeurs, que je remercie chaleureusement en leur disant que ce résultat est le leur avant tout, ce résultat est le leur, et je les en remercie chaleureusement. J'aurai l'occasion de le faire autrement, mais je pense qu'avant tout, ils ont fait preuve d'un terrible bon sens, d'une formidable reconnaissance de ce qu'avaient été les résultats de mon mandat, pour rester sur Merhuez. Les résultats de mon mandat de maire pendant 13 ans,
du travail fait, et puis de ce qu'a été mon mandat de conseiller général de 2008 à 2014. Et là, j'ai donné des chiffres, et je pense que là, les gens l'ont reconnu et l'ont entendu. Et ils ont agi en conséquence lors de ce scrutin d'hier. Voilà ce qui concerne la partie de Merueil. Après, je ne rentrerai pas dans des politiques, dans des accusations. Je ne partage pas cette analyse. Vous avez le droit, madame, de ne pas partager cette analyse. Moi, simplement, je ne partage pas d'analyse. J'ai dit tout à l'heure que je n'en avais pas fait et que je n'en ferai pas encore. Tout simplement, madame, c'est que je constate un résultat. Je constate deux résultats, celui de mars 2014 et celui de mars 2015. Et avec les chiffres qui sont là. Alors après, bien entendu, j'ai été interrogé sur les services publics. Et le médico-social aussi. Et le médico-social. Une question de la part de M. Cos. Il y a d'autres questions de M. Cos auxquelles je vais répondre et qui concernent effectivement ce qui est la préoccupation majeure et première de nos concitoyens aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons une époque étrangement difficile. Étrange parce qu'elle est bizarre et que beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas. Voilà. Et puis, difficile parce qu'elle les touche. Elle touche tous nos concitoyens dans leur pouvoir d'achat au quotidien. Jamais, je crois, nos concitoyens n'ont été aussi inquiets devant l'incertitude de l'avenir. Et là, nous avons un rôle majeur à jouer. Nous avons un rôle majeur pour d'abord leur redonner confiance. Il faut redonner confiance. Et pour redonner confiance, eh bien, il faut que nos concitoyens retrouvent du pouvoir d'achat, de la disponibilité. Ça, c'est la base. Tant que nous n'aurons pas donné du pouvoir d'achat, eh bien, il n'y aura pas de relance possible de l'économie. Hein. Il n'y aura pas de relance possible de la consommation. Il n'y aura pas d'énergie intellectuelle qui se réveillera au sein de toutes ces populations. Donc là, nous avons un travail intellectuel à réaliser. Voilà. Après, bien entendu, pour tout ça, eh bien, il faut leur donner les moyens physiques sur le terrain. Les moyens physiques sur le terrain, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord, c'est l'emploi. Essentiellement, moi je suis pour le développement et le maintien de l'emploi. L'emploi au travers de toutes les structures qui le procurent. Alors bien entendu là, on y trouve tous les services publics. On y trouve également l'artisanat, la préservation de l'artisanat, le développement de l'artisanat, le développement et le maintien des commerces, le développement et le maintien des entreprises qui souffrent en ce moment terriblement. Et je pense là aux entreprises de travaux publics qui souffrent énormément. Voilà. Donc maintien de tous les services publics, absolument, développement, les services publics d'État tels que les perceptions, etc. Ça, il faudra, ce seront les collectivités par leur budget qui le préserveront. La Poste, ce sera par du développement, la commercialisation. SNCF, bien entendu, nous avons deux axes ferroviaires, mais là, ça fait longtemps que nous luttons pour les préserver. Je m'en arrête peut-être un plat pour l'instant. Et l'école de la parade. Et toutes les écoles et les collèges qui sont sur les territoires. Madame Donadieu. Avant que Brigitte Donadieu intervienne, c'est vrai qu'on est quand même frappé par rapport à votre binôme avec Alain Argilier, c'est que bon, là, vous êtes d'entrée obligé de nous faire part que non, je ne suis pas de droite. On voit aussi quand même que Alain Argilier a été l'attaché parlementaire du sénateur Alain Bertrand. Alain Bertrand demande de voter pour Denis Bertrand. Donc là, on a la confirmation que la brouille est consommée entre Alain Argilier et Alain Bertrand. Et donc même dans votre commune d'Ispagnac, le maire, vous êtes adjointe à Ispagnac et le maire Michel Vieilledan a appelé à voter pour Denis Bertrand, dont le binôme est Guylaine Pantel, qui est aussi adjointe première adjointe de la mairie d'Ispagnac. Donc pas de neutralité du maire d'Ispagnac qui demande, qui fait le choix de Denis Bertrand. Bon, tout ça, on imagine que ça a fait monter un peu la mayonnaise. Je pense que effectivement, M. Biancone s'est bien observé. Je crois que non seulement je suis d'accord avec la présentation que vous venez de faire, mais je vais ajouter que, qui plus est, il y a une dynamique forte qui s'est mise en place à Florac, avec l'élection à la communauté de communes du maire de Florac, Christian Huguet, d'Alain Argilier comme vice-président, de moi-même comme vice-présidente, et nous avons entrepris un chantier de construction, de développement économique qui marche, qui semble marcher, avec des gens qui sont proches et qui travaillent, qui regardent dans le même sens. Et je crois que là, cette campagne, en tout cas, démontre que c'est cette
ce résultat que l'on veut casser. C'est tout à fait ça. Donc moi, je sais que les grands discours nationaux, nous sommes les seuls qui ne sommes pas encartés. Effectivement, on est tous soucieux des services publics, évidemment, mais c'est pas comme ça qu'on va les résoudre. Mais j'entends bien, il faut, oui, je peux redire la même chose, ça servira strictement à rien si ce n'est de pointer des faits. Par contre, je crois que les Lozériens, pour l'avoir observé depuis longtemps, quand ils sont soudés entre eux, qui se battent, qui travaillent ensemble, qui mutualisent leurs efforts, c'est nous-mêmes qu'on doit se sortir vraiment, si j'ose dire, de la merde. Et c'est pas des grands slogans qui le feront. Alors sur Florac, on a entrepris cette dynamique, mais il y a plein de gens qui sont jaloux de ce qui marche et qui n'ont qu'une envie, c'est de casser. Voilà, je le regrette profondément et j'espère notamment que les gens de Florac qui n'ont pas voté vont se reprendre, parce que sinon on va avoir... quand je pense quand même que c'est la communauté de communes qui va contractualiser les contrats de territoire avec le Conseil général, et si on est pénalisé, je ne vois pas, on va travailler vraiment dans le désordre, et je crois que ce n'est pas très intelligent pour le territoire. Voilà. D'autre part, j'ajouterai que cette manœuvre, on l'a bien vu dans les journaux dernièrement, ne servira qu'à une chose, c'est redonner de la puissance sur Mende, parce qu'on a bien vu avec le soutien de Damien Alary, l'intervention du sénateur Bertrand, que de toute manière, les grands projets, tout va venir sur Mende et que le canton de Florac sera totalement oublié dans ce dispositif. C'est ce que je crains et les gens devraient être regardants et vigilants sur ce que je dis. Bon, on peut citer certains chiffres sur des communes. Bon, on parlait de Florac, bien entendu, la sous-préfecture. Une abstention, c'est vrai, forte sur la commune de Florac, avec 41,05% d'abstention, 530 personnes qui ne sont pas allées voter. Donc Alain Argillier arrive en tête avec 33,71%, devant Denis Bertrand 31,61%. Donc on se rend compte qu'il y a 15 voix d'écart, c'est très serré. Troisième, Christian Cos, un peu derrière quand même, il faut reconnaître, avec 21,4%. À Meyrueis, Denis Bertrand, donc la commune dont il était conseiller général et l'ancien maire, 53,93% en faveur de Denis Bertrand. Christian Cos est second avec 17,47% et Alain Argillier troisième avec 15,94%. Là, on se rend compte que Denis Bertrand est vraiment maître sur ses terres. Commune d'Hispagnac, donc Alain Argillier et Brigitte Donadieu arrivent en tête, 30,89%. Deuxième, Denis Bertrand, 30,10%, donc là aussi très serré puisqu'il y a 3 voix d'écart. Troisième, Christian Cos, qui lui aussi est juste derrière puisqu'il fait 100 voix, donc 18 voix de moins qu'Alain Argillier avec 26,18%. Et on peut citer une autre commune, la commune de Quézac. On sait que le binôme de M. Cos, c'est Flore Théron, donc maire de Quézac. Et donc là, on voit un score impressionnant de la liste Christian Cos avec 59,52%. Deuxième, André Barré, 22,62%. Troisième, Denis Bertrand, 10,71%. Et Alain Argillier, dernier, quatrième, avec 7,14%. Donc là, c'est pour ça que la question, quand même, est une question fondamentale de savoir où vont aller ces reports de voix. Ça peut faire basculer le scrutin. Donc, pardon d'insister encore une fois, Monsieur Cos, mais donc, vous, personnellement, on a bien compris que vous allez vous désister, enfin, que vous, en principe, vous allez vous désister, mais est-ce que vous allez donner des consignes de vote? Excusez-moi d'insister, mais c'est quand même fondamental, ou pas de consigne du tout. Vous penchez vous personnellement pour quelle solution? Mais vous préférez Bertrand ou Argillier? Ou personne, c'est libre vos électeurs. Écoutez, vous pouvez poser la question 25 fois sous toutes les formes différentes. Votre question, je comprends que vous la posiez, mais vous choisissez vos questions, je choisis mes réponses. Ouais, hein? Ah, d'accord. Alors, moi, une chose que j'ai bien entendu que les deux autres candidats étaient favorables au maintien des services publics et le développement. Comment ne pas l'être? Ça me paraît être le minimum syndical. Bah oui. Sauf que moi, je dirais que le débat entre la gauche et la droite, je suis de gauche, je ne suis pas de gauche, je suis de droite, moi, pour y comprendre quelque chose, j'ai une autre grille de lecture. C'est pour ou contre l'austérité, pour ou contre la baisse des revenus des ménages décidée à Paris par le gouvernement français. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Est-ce qu'on est pour ou contre la baisse de la dotation globale de fonctionnement de toutes les mairies? Parce que là, voilà. Est-ce qu'on est pour ou contre la disparition du département?
puisqu'actuellement c'est en cours de discussion et c'est programmé. En 2020, si on ne se mobilise pas en Lozère, le département risque de disparaître. Est-ce qu'on est pour ou contre la disparition de la clause de compétence générale? Parce qu'enfin, on peut avoir les meilleures intentions du monde au niveau local. Et je ne doute pas que vous ayez de bonnes intentions, tous les deux, tout le monde aime son département, pas plus que moi, tout le monde. Mais si on fait le pompier en Lozère, il ne faut pas faire le pyromane à Paris. Si on préconise l'austérité, si on préconise la destruction du code du travail, si on préconise une politique qui détruit les emplois, et bien chaque fois qu'il y a de l'emploi détruit à Paris, c'est des touristes en moins en Lozère. Comment voulez-vous, je prends l'exemple du tourisme, comment peut-on prétendre développer une filière économique si le paradigme de départ consiste à dire on va baisser le pouvoir d'achat de la clientèle? C'est impossible. Alors moi je pose la question, est-ce que vous approuvez ou est-ce que vous désapprouvez la question de la politique actuelle du gouvernement qui consiste à pratiquer une austérité sans limite, sans fin. L'année dernière, en 2014, il y a eu 50 milliards d'austérité réalisées en France. Eh bien, il en annonce pour l'année 2015-2017 30 milliards supplémentaires et c'est l'intention de l'annoncer après les élections. Monsieur Bertrand, est-ce que vous approuvez cette politique d'austérité du gouvernement? Je déplore la situation financière du pays, la situation économique de la France, de l'Europe et du monde en ce moment. Et malheureusement, cette situation économique, elle n'est pas due au parti traditionnel, elle est due à des gens qui appartiennent au parti de la haute finance, au parti des profits extrêmes, qui se moquent des individus, qui ne pensent qu'à l'argent. Et là, nous allons à la perdition. Mais je ne mets pas tous les gouvernements, je crois que quel que soit le gouvernement qui se serait trouvé à la tête de la France dans ces conditions, n'aurait peut-être pu, je vais dire, s'en sortir. Comment s'y serait-il pris? Je ne sais pas comment s'y serait pris un autre gouvernement. Je constate et déplore effectivement que là, on est allé dans une direction qui, effectivement, touche des classes qu'il n'aurait pas fallu toucher. Mais comment faire? Comment en aurait-il été si c'était un autre gouvernement qui se trouve à cette place? L'austérité est la pire des choses, surtout quand elle touche les petits. Et là, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, ça, je me répète là, ce sont les petits qui sont touchés. Et ça, il ne faut pas, puisque je dis qu'il faut leur préserver du pouvoir d'achat, qu'il faut leur préserver de l'espérance, etc. Vous voyez? Donc, effectivement, que là, il faut que nous travaillions dans une autre orientation, dans une toute autre philosophie, à mon avis. Mais je ne sais pas si je vais plus loin. Votre ami Alain Bertrand vote cette politique d'austérité. Alors, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'il vote ça. Il agit dans un contexte parisien que nous, dans un contexte général, d'économie générale, que peut-être nous n'évaluons pas avec les mêmes outils. Nous nous évaluons au niveau local. Nous sommes très terrain. Et oui, mais les résultats sont là, même en Lozère, comme vient de nous le dire M. Cos. Alors, je les partage, ces inconvénients, et justement, et ces vicissitudes que nous subissons. Mais je pense que là, nous allons tous travailler, et nous traduisons au niveau local, nous voulons traduire au niveau local, une amélioration, une compensation à toute cette problématique nationale. Mais là, je vous dis bien, il faut faire attention, la problématique nationale, elle est réelle, et je crois quels que soient les gouvernements qui seraient à la tête de notre pays en ce moment. Donc, il faut être objectif. Madame Donadieu, alors, cette austérité. Écoutez, pour ma part, j'abonde tout à fait dans l'analyse du front de gauche et ce que vient de dire Christian Cos, à savoir qu'effectivement la politique actuelle menée par François Hollande, et je le regrette, cette politique d'austérité est tout à fait regrettable pour la plupart d'entre nous et le plus grand nombre. Alors, en ce qui concerne la Lozère, moi, plutôt que de faire des grands débats à l'échelon national, je souhaite que nous essayions de travailler vraiment tous ensemble, tout le tissu socio-économique, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à s'en sortir. Je crois que ces grands partis, de toute manière, c'est des machines infernales qui travaillent pour des trusts et ça en finit pas. Alors bien sûr, je suis de gauche et ça je l'affirme haut et fort, mais je voudrais que sur le plan départemental, on travaille beaucoup plus ensemble, y compris avec les gens qui auront eu des très bons résultats.
et pour sauver notre département. Et c'est nous-mêmes qui allons nous sauver, si je puis dire. Il faut vraiment défendre tout ce qu'on a dit, les services publics, à tout prix, mais il faut qu'on se mobilise. Il faut que les Lozériens, ils soient debout, ils aillent chercher de l'argent, ils se battent, comme ils l'ont fait autrefois, et il faut continuer à le faire. Moi, j'ai aucune confiance dans les grands partis, qui, de toute façon, on voit bien que l'aménagement du territoire nous dessert depuis des années, on perd petit à petit tout notre sens, tout notre pays, et de toute manière, ils vont pas inverser la machine. Il n'y a que les grandes villes et il n'y a que ça qui compte. Donc je crois que si on se mobilise, les Lozériens, tous ceux qui sont à gauche, ensemble, eh ben, on aura des résultats. Voilà, parce que l'union fait la force. Il faut aussi s'adresser à ces électeurs du COS qui se sont quand même prononcés en faveur d'André Barré, qui arrive en tête bien évidemment dans sa commune durant la parade. Il est en tête aussi à Montbrun, il est en tête à Massin-Chély. Oui. Alain Argilier est vraiment à la traîne, il faut le reconnaître, souvent en 4e position. Donc voilà, il est à Florac. Oui, les électeurs du COS. Comment toucher ces électeurs du COS? On sait qu'ils sont particuliers. C'est pas péjoratif, mais on le sait, ils sont contre le chamois, ils sont contre le loup, ils sont très attentifs à la politique agricole commune. Oui. Comment leur parler? Les électeurs du COS. Est-ce qu'ils sont orphelins, ces électeurs de droite? Ils sont orphelins, mais bon. Moi, je crois qu'il y aura deux candidats de gauche. Non, mais il faut arrêter de faire des clivages puérils de partis. Il faut arrêter des conflits purement politiques. Il faut travailler ensemble et il faut regarder l'intérêt économique. Il faut regarder loin. Et à ce moment-là, les gens du COS, ils trouveront naturellement auprès de nous, notamment, de l'ouverture d'esprit. Moi, je veux dire, j'ai travaillé pendant 3 ans sur le territoire avec des gens de tous les bords. Et la Lozère, c'est un petit pays. Il ne faut pas cliver. Si on stigmatise les gens, on n'en a qu'une seule partie. Il ne faut pas se laisser entraîner par des partis pris, d'ailleurs. Il faut être ouvert. Et j'espère notamment que la parité va permettre d'aborder la politique avec plus d'ouverture d'esprit. Parce que franchement, il en manque énormément. Donc vous dites aux électeurs de M. Barré de voter pour vous? Mais par exemple, je pense qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais je ne vois pas pourquoi ils ne voteraient pas pour nous. Je veux dire, moi j'ai travaillé dans un département, il était à droite. S'il était à gauche, je serais beaucoup plus contente. Mais il faut qu'on travaille. Et il faut que les électeurs fassent confiance. Aujourd'hui, la sous-préfecture de Florac, il y a une dynamique très importante. Si les gens ne prennent pas ce train qui nous est proposé, on va retourner 50 ans en arrière. Il faut faire son choix dans la vie. Voilà, il faut faire son choix. Même question pour M. Bertrand, ces électeurs du COS. Bon, on sait qu'André Barré, c'est une personnalité totalement différente de la vôtre. Vous êtes plus dans le consensus. Lui, bon voilà, il anime le cercle, cette association qui est contre quasiment tout ce qui peut se faire sur le COS. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces électeurs qui, pour les rassembler autour de vous? Et contre le chamois, on en a parlé lors du dernier débat. Contre le chamois, contre le loup. C'est vrai que cette association, sur le COS, on a l'impression que toutes les fois qu'ils montent au créneau, c'est vraiment contre quelque chose. Et est-ce que vous leur dites non, vous aussi, au chamois, au loup? Alors écoutez, très clair, moi je suis très clair. Moi d'abord, vous savez, les habitants du COS, je les connais depuis des décennies. Et ils me connaissent depuis des décennies. Ils me connaissent par mon travail, par ma profession que j'ai exercée depuis 30 ans. Donc moi, les gens du COS, pas de problème avec les gens du COS. Pas de problème avec André Barré. André Barré, il est parfaitement légitime dans sa candidature sur son territoire. En ce qui concerne le cercle et les problématiques du loup et l'introduction de nouvelles espèces, eh bien c'est tout simplement que ces gens du COS ont l'impression qu'on fait tout sans eux. Qu'on s'attache les accords de différents services qui viennent de très loin, de l'Europe, des ministères, etc., de grands organismes, de grands consortiums scientifiques, etc., et que puis eux, sur le terrain, eh bien, on se contente de petites réunions pour leur montrer tout simplement qu'on ne les a pas totalement écartés de la consultation, mais qu'on ne tiendra aucun compte de ce qu'ils pensent. Alors, moi, je les soutiens, vous comprenez, ces gens-là. Moi, ces gens-là, je les soutiens dans leur combat. Parce qu'ils ont montré, ces gens du COS et ces gens des vallées également, que lorsque, par exemple, il s'agit de réintroduire le gypaète barbu, qui était une espèce en voie de disparition, ce sont des gens qui ont eu l'intelligence de considérer l'intérêt de la préservation de cette espèce. Et cette espèce a été réintroduite avec leur accord, avec leur aval, sur leur terre, parce que n'oublions pas qu'ils sont propriétaires des sols sur lesquels on réintroduit ou introduit ces espèces-là. Donc ils méritent de la considération à ce sujet.
Et là, ils ont été tout à fait d'accord pour accepter. Donc, respectons les individus, respectons les hommes et les femmes de ce territoire, et là, vous verrez qu'ils nous respecteront également à notre tour, et moi je les remercie, les Cossonards, parce que les Cossonards, comme d'ailleurs les Cévenols et les gens des vallées, moi je leur fais entièrement confiance. Moi, j'ajouterais que quand on aime, il faut aussi faire progresser les autres. Et comme j'aime énormément les gens du COS également et de la vallée, j'ai envie de leur dire, là, vous avez une chance d'évoluer, de vous tourner vers un électorat qui vous est proposé. Il faut le faire, parce que si on regarde passer les trains, après, c'est trop tard. Voilà, je crois qu'il faut saisir les opportunités. Il y a aussi le parc national des Cévennes, incontournable dans ce secteur. Bon, quelle est votre position par rapport à ce parc, cette charte? Bon, on sait que certaines communes n'ont pas signé de charte. Où vous en êtes par rapport à ça? Moi, je crois que le parc des Cévennes est très contesté par beaucoup de communes qui n'ont pas re-signé la charte, mais néanmoins, c'est une carte à jouer, notamment sur la partie tourisme du territoire. Si nous n'avions pas le parc national des Cévennes, on s'amputerait quand même d'une certaine notoriété. Le parc a quand même fait ses preuves avec 40 ans de fonctionnement. Alors, tout n'est pas bon dans le parc, c'est comme toujours. Il y a des choses qu'il faut améliorer. Je pense que notamment, ce qu'il faut améliorer, c'est l'ouverture, la discussion. Bien souvent, il y a des choses, les gens sont un peu mis devant le fait accompli. Il faudrait avoir un système beaucoup plus démocratique. Moi, je suis vraiment une démocrate et je pense qu'il faut que tous les acteurs s'assoient autour d'une table avant de décider. Après, c'est une décision qui est prise collégialement, on la partage, elle est bonne, on la garde, elle est moins bonne, on l'arrête 2-3 ans après, mais il faut arrêter de se cliver tant et plus, ça ne sert à rien. Il faut accepter l'autre avec les difficultés, mais il faut accepter une ouverture. Voilà pour le parc. S'agissant du parc national des Cévennes, vous savez, je suis administrateur du parc national des Cévennes. Le nouveau décret a modifié les conditions d'exercice des représentants et les rapports. Donc, à mon avis, on connaît bien l'action du parc. Moi, je la connais depuis le début, depuis sa création. Le parc national des Cévennes mène son action correctement. Voilà. Que s'est-il passé? Pourquoi la charte du parc national des Cévennes n'a-t-elle pas été acceptée par certaines communes, et notamment par des communes qui se trouvent le plus proches de Florac, et notamment sur les Cosses, sur ces régions-là? Eh bien, c'est tout simplement que cela coïncide avec des secteurs qui sont touchés par un bon nombre d'autres contraintes. Ces contraintes qui vont geler le territoire, et notamment les problématiques vous savez, de risque de chute de blocs, qui affectent toutes les gorges, qui condamnent le développement urbanistique du secteur, donc qui condamnent par le même coup la démographie, l'évolution démographique de ces secteurs. Il n'y a pas que ça, il y a Natura 2000. Natura 2000 qui, si sur le fond lui-même, on peut comprendre qu'on préserve la biodiversité, mais ça a tout de même procuré des baisses de fiscalité dans les communes considérables. Vous savez que pour certaines communes, c'est jusqu'à 50% des produits de la taxe foncière non bâtie qui ont été enlevés parce qu'il y a un dégrèvement, vous savez, je ne vais pas dans le détail. Voilà. Alors tout ça, il n'y a pas ça, il y a les préservations des monuments historiques qui génèrent des périmètres très longs, qui vont très loin. On en arrive à ne plus pouvoir rien faire dans ces territoires. Donc la charte du parc est arrivée à un moment où s'était instauré un ras-le-bol de toute cette superposition de contraintes et de normes, et les populations ont fait un rejet en bloc de tout ça. Madame Donadieu, il vous reste 2 minutes, Monsieur Cos, il vous reste un peu de temps aussi. 2 minutes aussi. Sur le parc aussi, c'est bon, en tant que représentant aussi Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts, bon, le parc national des Cévennes, on imagine bien entendu que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Moi, je considère que le parc national des Cévennes est un organisme qui apporte du positif à notre territoire. Naturellement, il faut le positif qu'il peut apporter doit être toujours soumis au débat démocratique, la concertation avec les populations. Ça, c'est bien évident. Et quand il y a des choses qui ne se passent pas ainsi, je pense au chamois, où la plupart des gens ont découvert l'introduction du chamois dans le journal, ça fait un peu désordre. Voilà. Autre chose aussi sur le parc national. Nous avons, il y a quelques années, là, le directeur du parc national a découvert dans le journal que son propre ministre avait voté le décret d'exploitation du gaz de schiste. Il l'a découvert dans le journal. Donc,
le parc national, c'est un organisme que je soutiens dès lors que à Paris, on ne fait pas des politiques qui consistent à préserver les gros intérêts des grandes sociétés et des multinationales, et que l'intérêt de cette politique consiste uniquement à venir pénaliser, chercher toujours des poux dans la tête à la population locale. S'il y a des priorités, c'est pas celle-là. Mais d'une certaine façon, le parc national, notamment, je pense en particulier au Lavogne, là, qui sur le Cosméjean, c'est des aides positives. Il y en a sûrement d'autres. Moi, sur le projet, sur le projet E.ON, je trouve que le parc national est un peu bridé. Une minute pour pouvoir conclure. Peut-être sur le tourisme, parce que c'est vrai que oui. vous en connaissez un rayon, ça a été votre cœur de métier. Et donc, on se rend compte, c'est vrai, c'est un territoire qui souffre. Qui souffre aussi de tourisme. Les gorges, voilà, du sud, c'est l'Aveyron, c'est presque pas la Lozère, alors que la plus grande partie est en Lozère. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer aussi cette écoutez, dans notre programme, on a avec Alain Argilier donc bien insisté évidemment sur le volet économique du tourisme, qui est capital. C'est vrai que ce canton de Florac a des atouts extraordinaires. Je ne vais pas les vanter parce que ça prendrait un certain temps, mais il est indéniable qu'on a une carte à jouer là-dessus. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des outils peut-être qu'on n'a pas suffisamment mis en place et sur lesquels il faut faire des efforts. Donc déjà, moi, j'ai envisagé dans les différentes réunions publiques que nous avons eues et les échanges très intéressants que nous avons eus avec la population, qu'il serait fort important d'avoir à l'échelon du Conseil général une commission propre au tourisme avec des professionnels. Nous avons des professionnels très pertinents et il est important de croiser nos intentions, nos projets avec vraiment le terrain. Moi, je suis une femme de terrain, je l'ai toujours été, et c'est le travailler ensemble qui portera ses fruits. Le CDT a été beaucoup critiqué, le comité départemental du tourisme, dans nos débats. Mais oui, mais vous savez, très politisé. Mais bien sûr, mais le CDT a toujours été très critiqué, ça c'est certain. Moi, j'ai été salarié du CDT, j'ai été un peu atypique dans mon domaine parce que chacun sait que j'ai quand même un fort caractère et une certaine ténacité dans mes projets, mais je peux vous dire que j'ai quand même pu faire émerger, avec d'autres partenaires évidemment, le chemin de Stevenson, et que ça n'a pas été chose facile à l'époque. Moi, je ne parlerai pas du CDT. Je dirais aujourd'hui que dans le domaine du tourisme, qui est quand même un de mes champs d'action importants, nous pouvons reprendre des parts de marché. Mais encore faut-il établir une confiance. Moi, je crois que dans l'adversité, on ne réussit jamais. Je crois qu'on réussit dans une confiance partagée. Et avec les professionnels du tourisme, il y a quand même des choses qui nous manquent. C'est un bon observatoire pour savoir exactement est-ce qu'on refait des gîtes d'étape ou pas sur certains domaines. Le temps, allez, quelques secondes pour finir votre phrase quand même. Ouais. Donc, il y a aussi des grands labels comme le classement à l'UNESCO. Là, il faut qu'on travaille avec le monde agricole et je pense notamment le Cosméjean a vraiment des cartes à jouer. Chacun vous disposez d'une minute pour conclure. Monsieur Bertrand. Mais écoutez, moi je trouve ce canton formidable parce que disposant de nombreux atouts, effectivement, d'une grande diversité de richesses. Je le sais depuis le début, c'est pour ça que je l'ai soutenu et que je compte que nous nous investissions avec toute mon équipe et au niveau d'un département qui va effectivement jouer également de la solidarité entre les territoires. Parce qu'à un certain moment, il faut bien savoir que nous sommes élus pour le département. Nous avons beaucoup parlé de notre canton, mais nous sommes des élus départementaux, plus que jamais. Plus que jamais. Donc nous devrons veiller à ce que tout le territoire départemental lozérien puisse bénéficier de la dynamique que nous allons lui apporter. Plus localement, bien entendu, le tourisme, c'est l'économie majeure, essentielle de notre territoire. Essentiel, si ce n'est toutefois que le tourisme ne peut exister que s'il y a sur le territoire des activités permanentes fortes, et notamment toutes les activités permanentes, et notamment l'agriculture, qui permet également de la pluriactivité. Le jour où il n'y aurait plus ces activités permanentes, le tourisme perdrait beaucoup d'intérêt. Il faut bien le savoir. Cela dit, je conclurai en disant que moi je compte sur le fait que les administrés de ce territoire retrouvent de la confiance, du pouvoir d'achat, de la capacité à vivre par leurs propres moyens, par leur travail, et retrouvent des loisirs et de la qualité de vie sur ce territoire, et j'y compte vraiment. Madame Donadieu, c'est à votre tour de conclure.
Écoutez, moi je redirai aux électeurs et aux électrices de d'abord se déplacer pour voter, parce que c'est une chance extraordinaire que nous avons de pouvoir le faire. Ensuite, de regarder au plus près de leur intérêt, c'est-à-dire que là, il y a quand même, comme je l'ai souligné tout à l'heure, une synergie qui a démarré sur Florac. Et moi, je crois qu'on n'arrête pas les mouvements comme ça. Il faut, au contraire, que tout le monde s'appuie sur la dynamique qui a démarré sur Florac. Ensuite, je partage évidemment le fait que tout le tissu économique, associatif doit travailler ensemble, main dans la main, pour réussir à sortir notre territoire des gros problèmes économiques qu'il rencontre. Et je partage évidemment un intérêt massif pour l'ensemble du département, puisqu'on est tous quand même dans le même pays. Voilà. Monsieur Cos, c'est à votre tour. Si tu me permets, Jacques, mais je t'en prie. Je vais à nouveau tenter ma chance. Monsieur Cos, lequel des deux vous a le plus convaincu? On peut vous faire beaucoup de critiques, mais pas celle de. Vous avez de la suite dans les idées. Mais vous avez de la chance, parce que moi aussi j'ai de la suite dans les idées. Ça, je le sais bien. C'est ma chance et c'est votre. Ouais. Mais de toute façon, je n'ai pas de langue de bois. Voilà. Non, moi je vais dire à mes électeurs et à mes électrices, que je remercie d'avoir voté pour nous au premier tour, de bien écouter les réponses qui vont être apportées dans la semaine qui arrive par les deux candidats, les questions que j'ai posées à ce micro tout à l'heure, et puis peut-être d'autres qui vont surgir. Mais je vais surtout leur dire, bien qu'ils le sachent avant que je le leur dise, que quand ils étendent une promesse, une ambition, un engagement, il faut vérifier que les engagements pris sur le terrain en Lozère ne sont pas contredits par des politiques à Paris qui préconisent ou qui empêchent la tenue de la promesse en question. Sinon, c'était 50 milliards d'économies en 2014, plus 30 qui vont arriver annoncés après les élections en 2015, 2016, 2017, ça rend impossible beaucoup de choses. Alors, l'austérité, c'est quoi? L'austérité, ça consiste à transférer la richesse des pauvres vers les riches. L'austérité, c'est la désertification de la Lozère. Donc moi, je m'oppose à ça, et je vais dire que le combat contre cette austérité à Paris, en Lozère, en Grèce, en Europe et ailleurs, continuera après le 29 mars par tous les moyens légaux mis à notre disposition. En tout cas, il y a un point sur lequel vous allez tous vous rejoindre, c'est que dimanche, il ne faut pas d'abstention. Absolument. Et je pense que là, c'est un point sur lequel vous êtes d'accord. Monsieur Cos, décidément, j'insiste lourdement, vous ne répondrez pas, Patrick. Non, mais on a compris, je crois qu'il a compris parce qu'il est intelligent quand même. Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que je veux conclure là-dessus avec je t'en prie, Patrick. Tu reprends la parole, Jacques. Donc pour dire justement à tous ceux qui vont voir ce débat sur notre site internet 48 Info que nous allons suivre bien évidemment de très près la décision qui va être prise par le Front de gauche et Écologie Les Verts. Donc on a bien compris ce soir lors de la réunion. Donc pour confirmer s'il y a vraiment abandon de deuxième tour, donc il y aura un duel entre les deux autres listes. Et puis surtout si de cette réunion de ce soir naît une consigne de vote, quelle qu'elle soit. Donc bien sûr, nous le préciserons aussi bien dans notre journal papier La Lozère Nouvelle que sur notre site internet 48 Info pour que ce débat que nous venons d'avoir soit le plus lisible et compréhensible possible. Ce débat concernait donc le canton de Florac. En ce qui concerne le second tour des élections départementales, il était animé par Patrick Biancone, journaliste à la Lozère Nouvelle, Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Eau Vive Lozère, mise en image par Patrick Zimmermann, journaliste à la Lozère Nouvelle, qui filme. Et ce débat, le disait à l'instant Patrick Biancone, sera disponible sur le site numérique de la Lozère Nouvelle, à savoir 48 Info. Quant à la mise en onde, elle était assurée par Jean-François Clavel. Mesdames et messieurs, pardon, merci. Merci.